Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes avec, comme tous les vendredis, notre club d'intellectuels européens. Chaque fois que je dis ça, Renaud Dely, pouf, au sommaire. Benjamin Muller évoquera tout à l'heure à la fin de l'émission la polémique de la semaine. On ne voit pas du tout de quoi il peut bien retourner. Et nous traiterons tout de suite incessamment de deux dossiers. L'Italie, tout d'abord, les résultats des élections législatives. Faut-il imputer ces résultats à l'Europe? Et François Hollande au pays des soviets. C'était hier, quelques heures. Est-ce suprême? Nadia, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Renaud, vous partez en vacances, vous allez nous manquer. Oui, mais je reviendrai, Isabelle. Profitez bien de lui, car il part une semaine faire du chasse-neige. Thomas Isabelle. Clao, bonsoir. Thomas, vous êtes analyste politique au Conseil européen des relations étrangères. À côté de vous, Joël Mesquins. Bonsoir, bonsoir Elisabeth. Joël, vous êtes correspondante à Paris du quotidien belge Le Soir. Et à côté de vous, Cécile Philippe, vous êtes économiste. Bonsoir. Et enfin, Catherine, dessinatrice gauchère et de Charlie Hebdo. Est-ce pléonastique? On ne sait pas. Comment allez-vous? Ça va très bien, Bon. merci, bonsoir. Bonsoir. On démarre avec le premier dossier, donc, ces élections en Italie qui ébranlent, et c'est un euphémisme, les commentateurs, les Français, les Italiens et toute l'Europe en un mot. L'Italie est-elle ingouvernable? Et après tout, est-ce la faute à ces politiques d'austérité européennes, Thomas Clao? Non, dire que c'est uniquement l'effet de l'austérité, c'est totalement réducteur, même s'il y a une partie de vérité là-dedans. Je crois qu'on assiste à la superposition de deux choses. Ouais. Une nouvelle étape dans cette longue histoire de dysfonctionnement du système politique italien. Hein, on se souvient, Manipolite et l'implosion des partis classiques socialistes, chrétiens-démocrates qui implosent sous le poids de la corruption, etc. Manipolite, l'espoir que l'Italie va trouver la force politique de créer des partis compétents, modernes, si on veut. Puis qu'est-ce qui sort? En partie Berlusconi. Ouais, Bon, déjà. je zappe. Ouais. Maintenant, donc, un double vote protestataire. Alors, le retour de Berlusconi en force, avec quand même 30% des voix, ce qui est assez sidérant quand on a vu les preuves qu'il a données, si j'ose dire. Et puis, ce phénomène nouveau qui est Le grillisme. l'essor du... Oui, alors c'est le populisme Internet. On avait déjà vu ça en Allemagne avec le parti Pirate, qui s'est réduit comme peau de chagrin après quelques succès initiaux. Et puis Grilli qui axe une partie de son message sur l'Internet, qui est transformé en espèce de... Voilà, c'est le pays de la liberté, hein, et du pouvoir, de la prise du pouvoir par le peuple. Et puis avec quelque chose de spécificité italienne qui est la classe politique telle qu'on l'a, on n'en peut plus. Et d'ailleurs, ça se comprend en partie parce que c'est quand même une des castes qui se sert le mieux. Mais il y a une dimension européenne très forte qu'il ne faut pas oublier. Et c'est le fait que, à mon avis en tout cas, on part de la main invisible du marché, Adam Smith. Eh bien, l'Europe, c'est la main invisible du gouvernement. Il y a un pouvoir exécutif qui contraint les États-nations membres de la zone euro, mais ce pouvoir est invisible. Il n'y a pas de gouvernement européen pour ou contre lequel on puisse voter, éligible et éjectable. Et ça, les citoyens en ont marre. Voilà, c'est ça. Et alors, ils se ça vous vengent l'apporte sur à leur tous les gouvernement. populismes. Et Berlusconi fait une campagne contre Berlin en disant il nous force à faire certaines choses. Et c'est crédible parce que les citoyens n'ont jamais le sentiment de pouvoir voter pour ou contre cette politique européenne que pourtant on leur impose. Cécile? Oui, mais en même temps, quand on parle de ces politiques d'austérité, ça reste toujours très très vague, parce qu'aujourd'hui, finalement, les politiques d'austérité, elles ont plus ou moins été imposées par Bruxelles, mais elles sont surtout mises en place par des hommes politiques, et ça a surtout été la voie fiscale. Hein. En France, c'est pareil, et ça, c'est un ressenti immédiat chez les ce que gens, Monti avait fait chez les en citoyens. Italie. Est-ce que c'est ce que Monti qu'ils l'ont avait ressenti fait directement dans leur poche, et là, vous voyez, et ça, c'est intéressant, c'est que le résultat italien, c'est pas la grande victoire de la gauche que tout le monde annonçait, parce que justement, les Italiens ont dit, oh là, nous, on n'en peut plus déjà au niveau fiscal. C'est bien une remise en cause de l'Europe. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'effectivement Mario Monti, qui était acclamé à Bruxelles et puis acclamé par les élites, il s'est effondré dans les urnes. Et regardez, il y a quelqu'un qui met en cause assez clairement la responsabilité de l'Europe dans la situation italienne. On va l'écouter, c'est Jean-Luc Mélenchon. L'Italie va s'effondrer. Voilà ce qui va se passer. Et pourquoi? Parce qu'une bande de dingues, doublée d'une bande de médiacrates qui jouent de la musique à côté, ont décidé qu'une fois pour toutes, il n'y avait qu'une seule politique possible en Italie comme en Europe, c'est l'austérité. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux sont des clowns, sont des pites, sont des comiques. Sont des gens qui mènent au chaos. Or, le chaos, c'est ces gens-là qui sont en train de le créer avec leur politique d'austérité. Voilà, l'Italie va s'effondrer. Alors, Cuba tient toujours, mais l'Italie va s'effondrer. La faute des médiacrates et des dingues qui construisent la zone euro, l'Europe, cette Europe bureaucratique, non Vous approuvez? En tout cas, Est-ce que vous ce qui est approuvez Jean-Luc Mélenchon? non, je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les c'est que urnes, c'est le cas, c'est ça, l'une hein. des leçons de cette élection italienne, c'est la défaite cinglante de Mario Monti, qui était quand même le candidat de tous les Européens. Tout le monde l'avait défendu. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse un score pareil. Il incarnait vraiment cette politique européenne. Et
moi, ce qui me frappe, c'est de voir maintenant quelle est la réaction de l'Europe. Tout le monde joue un petit peu les effarouchés, etc. Dans quel drame il se passe en Italie, ils ont tous peur d'une nouvelle crise de la dette. On a peur d'une nouvelle crise européenne, etc. Mais en même temps, que fait-on? Moi, je suis frappée par la réaction des Européens. J'entends Angela Merkel ou son ministre des Affaires étrangères qui dit l'Italie trouvera bien sa voie, etc. On continue la cure d'austérité, c'est ça. On tire pas les leçons. Le porte-parole de la Commission européenne qui dit tout simplement oui, j'ai compris l'inquiétude des Italiens, mais en même temps, il faut tenir les engagements. Donc rien ne change. En fin de compte, quand on a un message aussi fort que celui-là, qui me rappelle moi ce qui s'était passé en France en 2005 au moment du rejet de la Constitution européenne, et puis quelques jours après aux Pays-Bas la même chose, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que l'Europe réagit en disant les peuples se trompent. Les peuples se trompent, on va les faire revoter autrement. Et encore une fois, c'est pareil, mais il n'y a pas de vraie réaction, il n'y a pas d'interrogation de l'Europe elle-même sur ce qu'elle est. Il n'y a pas d'autocritique. Il n'y a pas d'autocritique, on ne sait pas. Moi, je me souviens du discours de François Hollande à Strasbourg, qui était un très bon discours. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait maintenant, on n'est pas face à la défiance des marchés, c'est beaucoup plus grave. On est face à la défiance des peuples. Et je pense que ce qui est arrivé en Italie aujourd'hui est annonciateur de ce qui va se passer dans bien d'autres pays. Et des Pepe Grillo, on va en voir apparaître un petit peu Thomas partout. Flau, vous êtes d'accord avec ces prophéties de Joël Mesquins, là, qui fait le prophète de malheur? Ça va arriver ailleurs? Ça peut arriver ailleurs. Il y a une spécificité italienne, à mon avis, qui est quand même le discrédit collectif de la classe dirigeante. Ouais. Et il faut dire une chose, Est-ce que c'est pas une défiance aussi à l'endroit de l'Europe de Merkel, quand même, précisément, de Il y a l'Europe allemande? justement plusieurs choses. Il ne faut jamais ça aussi. chercher à des grands phénomènes, des explications monocausales, en quelque sorte. Voilà. Il y a quand même une réalité. Il n'y a aucune classe politique en Europe qui se payait légalement, je ne parle pas de la corruption, mais qui se payait légalement aussi grassement, aussi spectaculairement grassement que la classe politique C'était pas italienne. du tout le cas de Mario Monti, qui au contraire avait une image de probité, etc., qui s'effondre. L'ensemble, la totale, au niveau national, dans les régions, le nombre de collaborateurs, le nombre de gens qui ont des chauffeurs, les 20 000 euros payés au En conseil, même temps, Berlusconi qui incarnait jusqu'à la caricature ce système, Oui, il avait non, fait non, spectaculairement. Attention, Oui, mais Berlusconi, attention, c'est parce que l'outsider. Il va falloir conclure, les amis. Il est considéré par beaucoup comme l'outsider. Il ne fait pas partie de cette vieille élite. Exactement, et il ne fallait pas Et c'est- s'attendre non plus Voilà. à ce qu'en Très bien. Italie, la droite disparaisse. Enfin, je veux dire, les Italiens ont toujours Bon, voté à droite. ingouvernable jusqu'à Mais non, nouvel pas ordre, du tout. jusqu'à Vous ce qu'il y allez ait voir, de nouvelles d'ici élections. le 20-25, il y On aura verra. une L'Italie a coalition. l'art de trouver des solutions. bien même sûr. quand, La combinazione. la combinazione. Oui, Allez, bien sûr. vas-y. La bulle de la fin, c'est vous, Alors j'ai Catherine. retenu Berlusconi face à l'Europe. Vote anti-rigueur, les frigides, c'est pas notre truc, dit Berlusconi. Il est l'heure de l'homme de la semaine de Renaud Dely. Et l'homme de la semaine, Renaud Oui, c'est DSK. un vieux souvenir. Non, c'est Bernard Tapie. Ah bon Voilà. Eh oui, Bernard Tapie, comme au bon vieux temps, il revient en scène. Il vient de fêter ses 70 ans. Il ne les fait pas, d'ailleurs. Il vient de les fêter et il revient en scène. Alors, en patron de presse, il a acheté fin décembre le groupe Persan Média dans le sud de la France, dont notamment 2 titres importants, La Provence et Nice Matin. 2 titres, d'ailleurs, pour lesquels il vient, Bernard Tapie, d'aligner plus de 4 millions d'euros pour résoudre des problèmes de C'est trésorerie. bien qu'il y a des gens confiance. Il a confiance dans la presse et évidemment, ça doit redonner, j'imagine, confiance à l'ensemble de ce secteur qui est en difficulté. Oui, mais qui Quel fait ce qu'il bonheur faut que pour être d'avoir moins en Bernard Tapie difficulté comme grâce à patron. vous. Sans doute. Et puis, Bernard Tapie, évidemment, depuis qu'il a remis un pied à Marseille, il excite un peu tout le monde, il intrigue et tout le monde s'attend. On entend cette rumeur lancinante. Il va se lancer à l'assaut de la mairie de Marseille l'année prochaine, en mars. La succession éventuelle de Gaudin. Jean-Claude Gaudin. Il va y aller. Alors lui, il nie sur tous les tons. Bernard Tapie dit « Je n'irai pas, je ne serai pas candidat, je ne referai jamais de la politique, j'ai déjà payé ». Et quand on ne le croit pas, il arrive qu'on ne le croit pas tout de suite, Bernard Tapie, eh bien, il fait témoigner quelqu'un, il a un témoin de moralité, on l'écoute. Pour pas être plus explicite, il a dit non. Et moi, derrière, c'est non, non, non. Voilà, c'est sans équivoque, sans réponse. Il n'y a pas à revenir dessus. C'est ça ou un cas de divorce. Donc, comme il n'a pas envie de divorcer, on en reste là. Et Ça voilà, lui coûterait sa trop femme le prévient. cher Et voilà. de divorcer. Si Dominique Tapie l'a prévenu, s'il remet un pied en politique, clair. on divorce, donc il ne refera pas la politique. Il en refera d'autant moins probablement qu'il revient aussi aux affaires dans la case judiciaire, parce qu'il y a toujours le fameux scandale du Crédit Lyonnais qui lui colle au basque, un peu comme le Sparano au Capitaine Haddock. Évidemment, souvenez-vous, en 2008, Bernard Tapie a récupéré 400 millions d'euros de l'État à l'issue d'une étrange procédure arbitrale, l'État ayant cessé de le poursuivre en justice, pour que finalement un trio d'arbitres
bien remettre cette somme donc à Bernard Tapie, 400 millions d'euros, dont 45 millions d'euros de préjudice moral, c'est quand même coquet. Une enquête est en cours. En l'occurrence, cette semaine, les bureaux de Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée, ont été perquisitionnés. Les agendas de Nicolas Christine Sarkozy Lagarde, aussi, hein, Christine on Lagarde, la patronne du FMI, risque d'être entendue prochainement par la Cour de justice de la République qui ne va pas remonter la cote de la France au FMI après le passage de qui vous le savez. Et puis Nicolas Sarkozy, effectivement, est lui aussi dans le collimateur avec de nombreux rendez-vous avec Bernard Tapie. Donc on voit bien que Bernard Tapie, c'est un ami un petit peu encombrant, comme au bon vieux temps en quelque sorte, pour ceux qui l'ont aidé à récupérer cette fortune. Un commentaire, Cécile? Ben, non. Incroyable ce retour en scène de Tapie. Non, oui, mais alors justement, ça me laisse penser qu'il va refaire de la politique. Parce que c'est comme les politiques, ils sont toujours là. Un divorce trop onéreux. Et quand on voit que même Berlusconi réussit justement à atteindre 30%, finalement, ça lui ouvre des perspectives, non? C'est que quand on regarde les sondages, on voit que les gens, que ce soit gauche comme à droite d'ailleurs, souhaitent son retour. Il y a des tas de gens qui sont derrière lui, qui souhaitent qu'il soit candidat à la mairie de Marseille. C'est hallucinant quand on se souvient quand même dans quelles conditions il est parti. C'est un homme complètement discrédité. Et malgré tout, et il trouve un écho auprès des plus démunis, alors que vous l'avez rappelé, il a touché 400 millions d'euros. 400 millions. Thomas Donc, il Klaus, est ce paradoxe effectivement de richissime. ces gens. Moi, j'ai envie de voir une série télé sur la vie de Tapie un jour, quand il sera passé, quand il aura quitté ce monde. On va une belle biographie, puis alors 24 épisodes au moins. Ce sera une belle fraise de mœurs. Catherine, vous avez un dessin sur la question? J'ai appris que la fille Tapie chantait dans The Voice, donc je vois bien le père dans MasterChef et qui pourrait être spécialiste de la bouillabaisse, avec beaucoup de choses dans la marmite. Alors, vite, ça presse. Chaque semaine, nous choisissons une internationale. Aujourd'hui, c'est Dernière Heure. Il semblerait que ce soit un excellent quotidien belge, non, Joël Mesquin? Je peux jeter un joker sur cette question? Très bien, oui, ça m'a l'air d'être un truc très trash. Hein. Bon, bref, DH, comme pour les intimes, revient sur le Chevalgate qui frappe les chiens chauds et les boulettes de bœuf vendues par Ikea. Le drame sanitaire s'étend dans toute l'Europe. Thomas, c'est un comble? Oui, c'est un comble. Enfin, les boulettes Ikea, si on a C'est des confiance en boulettes de bœuf à Ikea, monter soi-même, c'est ça? Tout s'effondre, n'est-ce pas? Non, je crois qu'il Oui, a... mais c'est pas un drame sanitaire. Pas encore. Et Pas non. encore. Bah oui, Non, mais si, aujourd'hui, ils ont quand même décidé de distribuer les Enfin, plateaux, etc. Et heureusement, parce que finalement, il y a une fraude, et effectivement, il faut qu'elle soit punie et Il y a qu'elle une fraude à l'échelle de l'Europe, on est d'accord. Mais il n'y a pas eu de crise sanitaire. Et ça, c'est quand même important. Dans l'esprit des gens, c'est de cet ordre-là. quand même. Mais oui, c'est ça qui est... Enfin, je trouve Mais que est-ce c'est qu'on pour ça veut que je le rappelle. continuer, Parce que mais je est-ce me qu'on dis, veut continuer à manger comme ça? Est-ce qu'il faut manger de la viande Je vais faire un truc végétarien, je vais faire ma Brigitte. Génial. Est-ce qu'il faut continuer à manger de la viande tous les jours? Est-ce qu'il faut continuer à manger des plats préparés dégueulasses? Mais ça ne plutôt dit que de rien, croquer une Thomas, pomme sur et le des fait brocolis? que les Non, gens mais est-ce qu'il faut mangent pas de la viande savoir tous ce les qu'on jours. mange? Complètement Alors, complètement précisément. repenser la manière dont on bouffe, qui est devenue une manière perverse. Et j'ajoute la manière dont on tient les animaux pour ensuite les tuer. Malgré les progrès qui ont été faits, ça reste, à mon avis, une chose dégueulasse. Il y a cette très belle citation de Léonard de Vinci que les végétariens allumés ressortent, qui disent que le jour viendra dans l'histoire de l'humanité où on verra la manière dont on traite les animaux de la même manière dont on voit celle qu'on traite aujourd'hui les hommes. Moi, je trouve ça, c'est très beau, c'est très profond. Vous êtes végétarien? Je mange de la viande et du poisson, mais pas n'importe quelle... Enfin, j'essaye d'éviter de manger n'importe quelle viande. Sauf quand c'est dans un bon resto, là, j'avoue que j'aime manger les plats cuisinés. Joël, il va tout nous dire sur sa vie privée, c'est effrayant. Joël Mesquin, cette mondialisation, cette course au profit de l'agroalimentaire et notamment des grands distributeurs et ces trous béants dans le filet de la surveillance sanitaire. Néanmoins, on entend parler des distributeurs qui disent il y a trop peu de contrôle, pas assez de contrôle. Ça vous inspire quoi? Et François Hollande au Salon de l'Agriculture qui dit il faudrait un étiquetage obligatoire sur l'origine de la viande des plats cuisinés. Mais c'est totalement évident. irréaliste. Ce qui est frappant dans ce scandale, c'est le circuit incroyable que la viande a pris, le nombre d'intermédiaires mais hallucinant. Donc la viande qui venait de Roumanie, qui passait par un trader hollandais qui exerçait à Chypre, ensuite ça arrivait en France, etc. Et moi j'ai découvert, j'ignorais totalement dans cette histoire, c'est qu'il y avait des traders pour la viande, des gens qui faisaient vraiment... Des traders de minerais. Parce que ce n'est pas de la viande, voilà. Voilà. Ça n'est plus de la viande, c'est du minerai. Ça en dit long, effectivement. Effectivement, si ce scandale peut servir à quelque chose, c'est à réfléchir sur les circuits de distribution, peut-être effectivement produire plus près du lieu de consommation, parce que c'est juste Il y a aussi une responsabilité européenne de réglementation et de régulation du système par l'Union européenne. Oui, mais encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, aucune leçon tirée. Qu'est-ce qui s'est passé en plein milieu de ce scandale sur la viande? On réautorisait les farines animales pour les poissons, mais on marche sur la tête. Mais là, Cécile Philippe va nous dire, mais il n'y a plus de danger avec les farines animales, il n'y a plus de danger de la maladie de la vache folle. C'est pas du tout ce que j'allais dire. J'allais dire que là, on était vraiment face à un problème
problème hyper complexe et que ce que vous dites, ok, mais en même temps, la gestion des ressources rares auxquelles on a tous besoin de se nourrir, etc. Et la croyance qu'on pourrait se nourrir tous avec ce qu'on produit à proximité, ce n'est pas possible. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Et alors ensuite, l'accumulation des réglementations, etc., il faut toujours se dire qu'elles ont énormément d'effets pervers et que la fraude... Donc vous n'êtes pas pour la traçabilité, l'étiquetage. vous? Non, Ni mais pour la l'étiquetage. traçabilité. Mais si, bien sûr, si pour les entreprises en question, ça devient hyper important. Et d'ailleurs, qui a découvert la fraude? C'est Une Findus. entreprise. C'est une entreprise. Et c'est elle qui a eu Findus. intérêt à le faire parce que la sanction pour les entreprises, elle est immédiate. En termes d'image. C'est leur image. Ouais. Et donc, ils n'ont pas eu intérêt à le cacher. Ils s'en sont rendus compte et ils l'ont fait. Et ça, c'est hyper important. Et on oublie toujours de dire que c'est un mécanisme de marché D'autorégulation hyper- et à l'intérieur des d'autorégulation. entreprises. Parce que alors ça, sur ce débat, j'ai entendu tout le temps, non mais le zéro risque, on va avoir zéro risque. Mais arrêtons de promettre l'impossible. La fraude, il y aura toujours des fraudeurs. Donc il faut... Mais tant qu'il y a c'est des vrai. fraudeurs, il faut qu'il y ait des lois déjà, il faut qu'il y ait des règles qui soient posées clairement. Donc Oui, mais la règle, il faut peut-être que les elle règles existe. soient Il y a le plus code sévères. civil, la responsabilité individuelle. Si vous Bon, fraudez, donc, vous êtes puni. on Et là, très bien. justement, je trouve que ça traîne. Très bien. Et on Sans attend donc l'étiquetage obligatoire sur l'origine des viandes, comme François Hollande l'a Vive souhaité les légumes. dernièrement. Et vive Ça, les c'est vrai. légumes Moi, et j'adore. Léonard de Vinci. Ça, Voilà. ce sera le mot de la fin de Thomas Clau. Votre dessin, Catherine? Un nouveau slogan, j'aime mon alimentation, je ramasse. Voilà. Et j'ai fait un poisson, cheval, enfin un truc bizarre parce que maintenant c'est plus où l'on en est. Je vous retrouve bien là, épatant. Charlie Hebdo, tout bon esprit. Deuxième actualité, François Hollande en Russie, c'était hier, une sorte de visite éclair, quelques heures sur place, le temps de rencontrer Vladimir Poutine, de parler un petit peu de Gérard Depardieu. On ne va pas y revenir, c'est anecdotique. Le temps aussi de se pencher sur l'état de la démocratie russe. Selon Human Rights Watch, qui observe les abus, c'est la pire année 2012 depuis la fin du communisme, avec des perquisitions, des persécutions, une restriction des droits, des libertés individuelles. Et les droits de l'homme, est-ce que ça a été suffisamment envisagé et abordé par François Hollande, Thomas Clau? Vous savez, c'est très compliqué. D'abord, prenons la relation avec la Chine. On a mis la sourdine à notre discours sur les droits de l'homme avec la Chine. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que l'impact est quasi proche de nul et que la Chine, maintenant, est une vraie puissance. Dire qu'on va faire avec les Russes, parce qu'ils sont plus faibles, ce qu'on ne peut pas faire avec les Chinois, ça me semble très délicat. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est productif ou contre-productif. Oui, je crois qu'il faut soutenir au maximum tous ceux en Russie qui se battent pour que la Russie reprenne le chemin d'une évolution plus démocratique. Non, je ne crois pas qu'il faut que l'Occident ou l'Europe occidentale se pose comme un donneur de leçons à un pays disons, de minables qui n'ont pas compris comment le monde doit aller. En plus, en faisant ça, on nourrit toute cette propagande anti-occidentale en Russie, qui est un vieux phénomène, qui date déjà de l'époque où Pierre le Grand voulait forcer les gens à couper leur barbe de boyard, n'est-ce pas? Alors, évidemment, ces deux impératifs sont contradictoires. Comment gérer cette contradiction? C'est un truc qui exige du doigté. Il n'y a pas de recette. Il en miracle. a assez, il a du doigté. François Hollande, j'espère, je crois qu'il est un peu trop tôt pour le dire. Sauf que les prédécesseurs de François Hollande ont fait exactement ce que vous venez de dire, Thomas Clau, c'est-à-dire Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy, ils ont entretenu des relations particulièrement cordiales avec le régime Non, mais russe, ils ont- et ça n'a pas vraiment fait avancer la cause des droits de l'homme, etc. Ils ne se sont à aucun moment montrés menaçants ou durs à l'endroit Non, du mais régime russe. je ne suis pas tout à fait d'accord. Prenez Sarkozy, président de la République, Nicolas Sarkozy, l'ex. Il a fait un zigzag incroyable. Il a fait campagne dans sa première campagne électorale. dès qu'il a été élu, il est tombé dans les bras Dès qu'il a de été élu, Vladimir soudain, Poutine. voilà. Donc on a tout vu. On a tout vu vis-à-vis de la Russie sous En Sarko. termes d'actes, on n'a jamais pris le risque d'essayer de Bien se sûr. fâcher avec la Mais Russie. ce qu'il faut, en tout cas, je crois, même si c'est compliqué, c'est ne pas avancer par tâtonnement et au moins sur la durée d'une présidence, avoir une cohérence dans la ligne et pas faire du zigzag. Ah, ça, c'est pour les droits de l'homme. c'est terrible. Et quant à la Russie et aux relations internationales et à la France, la Syrie, notamment, est un dossier qui a dû être abordé hier, Joël Mesquins, et qui est un dossier clé, l'attitude de la Russie par rapport à la Syrie. Complètement. Moi, ce qui me frappe dans le discours qu'on a entendu de François Hollande, c'est que ces quelques mots, il a dit, et il s'agissait évidemment de la Syrie, il y a des nuances. On a des nuances. On est d'accord sur le oui, il y a des nuances. Et sur les droits de l'homme, il dit quelques observations. Et en même temps, il dit l'important, l'amélioration de la situation, elle est sur le plan économique. Donc on voyait très bien. En tout cas, s'il y a une schizophrénie, elle est complètement assumée. Ça, c'est quand même un changement, parce qu'avant, on avait une politique un peu d'hypocrite, quand même complètement d'hypocrite. Et là, franchement, c'est assumé. C'est la réelle politique dans toute sa splendeur. Et on en a la pas crainte honte. qu'on a, c'est toujours la même, c'est que la Syrie ou les droits de l'homme nous empêchent de faire des affaires avec les Russes, non, c'est ça? Cécile, bien Non, entendu. alors là, non. C'est toujours la même chose.
C'est que si jamais on parle des droits de l'homme ou si on met le couteau sous la gorge Non, mais sur la Syrie non, aux Russes, parce que... on va pas pouvoir faire des affaires. Or, François Hollande est d'abord allé faire des affaires, non? Non, mais sur la Syrie, là, moi, j'ai une vision différente des choses. C'est que s'il y a quelqu'un qui peut parler aux Russes du cas syrien, c'est bien les Français. Ben oui, c'est bien la France, quoi. Parce que c'est ni l'Allemagne, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis qui peuvent aller parler de ça. C'est parce que les Français, enfin la France, traditionnellement, apparaît comme quelqu'un de relativement neutre, c'est pas un compétiteur, etc. Donc si, franchement, là, ça va plutôt dans le sens... pour l'instant, ça n'a pas été fait. Il n'a pas pris grand risque, de ce qu'on sait dans la presse, ça n'a probablement pas beaucoup été évoqué. Mais néanmoins, je pense que c'est quand même un sujet qui a été sur la table. Une dernière chose, l'état de l'opposition en Russie, quelqu'un qui est chercheur à Sciences Po disait il n'y a pas de concurrence économique à cause de la corruption, il n'y a pas de concurrence ou de libre concurrence politique parce qu'il n'y a pas d'opposition organisée, parce qu'on empêche l'opposition. Elle en est où l'opposition en Russie? Mais l'opposition est entravée de toutes parts par un pouvoir qui use tous les moyens pour maintenir un semblant de démocratie, mais qui devient de plus en plus, une apparence de plus en plus filigrane, disons. On a vu quand même ces dernières années qu'il y a un potentiel de résistance à Moscou et ailleurs. Il y a une partie de la population russe qui voudrait autre chose. Ce qui est à craindre, c'est que cette partie de la population qui veut vraiment autre chose n'est pour l'instant peut-être pas suffisamment organisée, suffisamment forte, n'est peut-être même pas majoritaire, disons-le aussi. Et que malgré tout, le Poutine continue à pouvoir s'appuyer, même si sa popularité a fortement chuté, sur une partie de la population qui ou bien le soutient ou bien est dans une espèce d'état d'apathie. Donc je crois qu'il ne faut pas aussi donner dans l'illusion que par notre action européenne occidentale, en quelque sorte, on pourra amener un changement en Russie. Non, c'est d'abord l'affaire des Russes. Est-ce qu'on ne pouvait pas éventuellement évoquer le cas des Pussy Riot, par exemple, qui n'engageaient pas grand-chose, mais ne serait-ce que symboliquement, ça fait 1 an qu'elles sont en prison. Il y a 2 femmes qui ont protesté récemment pour leur libération, qui ont été arrêtées à leur tour. Ça n'engage pas grand-chose de parler du cas de ces 3 femmes emprisonnées. Est-ce qu'il l'a fait ou pas, on ne le sait pas. Il y a toujours la partie de ce qu'on sait et puis ce qui s'est dit en privé. Ce qu'il faut diffuser, ce qu'il ne faut pas diffuser. Voilà. En même temps, je pense qu'il y a des choses plus importantes que de parler de cas symboliques. Bien sûr. Et là, je reviens au soutien qu'on peut donner, même si le pouvoir russe veut le rendre le plus difficile possible, aux gens qui concrètement se battent pour que la Russie reprenne le chemin d'une évolution démocratique. Ça me paraît au moins aussi important, sinon plus, que de soulever publiquement quelques cas symboliques. Et puis attention, quand il y a quand même des accords pour permettre la libre circulation des individus entre la Russie, la France et les autres pays du monde, c'est quand même en faveur des droits individuels et des libertés individuelles. Et ça a été sur le plateau. Très bien. On conclut avec Catherine. Oui, un nouveau scandale sanitaire. On a retrouvé de la viande d'opposants dans les lasagnes de Poutine. De plus en plus fort, Catherine. Nadia, quel est le tweet de la semaine? C'est celui-ci, il faut que je vous le décrypte. C'est hashtag, c'est un mot-clé, hashtag mouvement Père Blanc. En fait, ça fait référence à un mouvement de protestation qui se déroule en ce moment en Tunisie, qui est né au moment de la diffusion d'une vidéo dans un lycée, qui a été tournée dans un lycée à Tunis, le lycée des Pères Blancs. C'est un Harlem Shake. On regarde la vidéo, puis je vous explique ce que c'est qu'un Harlem Shake. Harlem Shake. Alors donc ça c'est un Harlem Shake et c'est la version tunisienne du Harlem Shake. Le Harlem Shake c'est le successeur du Gangnam Style. Voilà, c'est un phénomène viral sur Internet absolument hallucinant qui consiste donc à se filmer en train de danser avec cette musique particulière et si jolie et avec des tenues un peu grotesques. Oui, c'est assez... C'est pas facile. Il faut avoir une tenue particulière, etc. Donc tout le monde, il y a des millions de personnes qui le font, il y a des partis politiques qui l'ont fait, on s'attend, on l'espère. Ça se passe dans les cours d'école et donc ces élèves tunisiens ont voulu tenter le coup, ça a extrêmement bien marché, ça a été diffusé des millions de fois et c'est arrivé aux oreilles et aux yeux du ministre de l'Éducation nationale tunisien qui n'a pas du tout goûté la blague. Il a demandé une enquête, il a promis des expulsions d'élèves et de personnel enseignants. Du coup, il y a une riposte de la blogosphère tunisienne qui a hacké le site du ministre, qui a dit bah non, nous aujourd'hui, donc en l'occurrence le 1er mars, on va faire un Harlem Shake géant, encore plus grand que celui-ci. Et en fait, ce qui était une blague potache a totalement dégénéré pendant la semaine, puisque mercredi dernier, il y a des élèves tunisiennes d'un lycée qui avaient 15-16 ans qui ont voulu apporter leur soutien. Elles ont organisé la même chose dans leur lycée à elles et elles ont vu arriver des camions blindés. Elles se sont fait gazer
par des gaz lacrymogènes. Donc les élèves qui étaient sur place l'ont raconté sur Internet. Ils racontent par exemple un salafiste a agressé l'un des principaux protagonistes de la vidéo devant le lycée des Pères Blancs. Ça a pris des proportions absolument hallucinantes. Donc des élèves qui se sont fait tabasser pour une danse qui était finalement assez grotesque. Alors oui, il y avait des barbes de salafistes, des costumes de salafistes, mais quand même, ce qui rappelle... dire c'est le Père Noël, on s'est Oui, déguisé en ça Père serait Noël, peut-être c'est ça. mieux passé. Ce qui rappelle, c'est qu'il y a encore quelques semaines, il y a des salafistes qui ont débarqué dans les facs et dans les lycées pour planter des drapeaux salafistes et molester les filles qui portaient des tenues soi-disant indécentes. Et là, en l'occurrence, le ministre de l'Éducation nationale n'avait pas diligenté d'enquête ni envoyé de chars blindés, de camions blindés. Vous avez un dessin. Oui, je crois que les salafistes ne dansent que sur le cha-cha-cha-ria. Il faut le lire parce que je ne sais pas si ça passe à l'oral, mais une petite danse sympa. Joël. Mais en fait, je ne suis pas sûre que ce soit si potache que ça. Mais en non, fait. parce qu'il que y avait... ça a pris. Quand on se souvient au moment de la révolution tunisienne l'importance qu'avait l'Internet, on peut saisir aujourd'hui ce que ça représente comme menace pour le pouvoir tunisien de voir apparaître ce genre d'événements, de happening. Pourquoi ? Parce que c'est un peu l'apologie du désordre, ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe dans la philosophie de ces Harlem Shake ? C'est qu'il y en a il y a un individu qui tout d'un coup se met à dysfonctionner par rapport à l'ensemble de l'ordre mis en place, et tous les autres se mettent à le suivre. Donc c'est un peu l'allégorie d'une sorte de révolution aussi. Donc on peut saisir que le pouvoir a compris qu'il y avait là peut-être une forme de danger, sachant qu'en plus, ces vidéos sont reprises des millions de fois sur le net, donc c'est un potentiel retentissement. Là, je parle de la Tunisie, énorme. c'est passé la même chose en Égypte, où effectivement les autorités n'ont pas apprécié du tout. Et c'est illustre le fait qu'en Tunisie, il y a une société civile très laïque qui justement résiste et s'oppose au pouvoir actuellement. Ça participe de ça aussi. Oui, bon, tout le monde dit mouvement... oui. Non, c'est évident. Oui, bon, très bien. Ça va faire un bide. Un consensus. Ou un consensus, absolument. Alors, le bœuf était donc du cheval, l'homme était un porc. Je dois vous dire que cette semaine, toutes les certitudes ontologiques et zoologiques ont volé en éclats. Les certitudes qui fondent notre réalité ont dangereusement vacillé, n'est-ce pas, Renaud Dely ? Il est l'heure d'accueillir Benjamin Muller, un homme, un vrai. Venez donc, mon tendron, sur l'équarrissage de la semaine, cette polémique DSK. Ah oui, là, je crois qu'on peut le dire, c'est la polémique de la semaine. Ceci. Le bouquin ? Le bouquin. C'est le bouquin. Ah, vous ne me le prenez pas hein? Ah bah si, vous allez me l'offrir tout de suite. Alors, il y a plusieurs... Il manque une partie de sa couverture. Là, c'est magnifique. Effectivement. Le bandeau. Alors, il y a plusieurs aspects polémiques. On va s'intéresser, nous, à l'aspect littéraire avec cette question. On le rappelle, le livre de Marcella Yacoub, à propos de sa liaison qu'elle a entretenue avec Dominique Strauss-Kahn pendant 7 mois, où elle raconte, dirons-nous, sans tabou, cette relation à la fois passionnée il y a et du merveilleux et du fantastique, Il y a du merveilleux et du fantastique. Dire, hein, et justement, Renaud. beaucoup de critiques Il sur l'aspect... Il n'y a pas de scène de sexe. Et il n'y a pas de scène de sexe. Vous lisez, il n'y a rien du tout. Alors, sur l'aspect purement littéraire, il y a débat. était. Est-ce une œuvre ou pas ? Alors, on va commencer avec cet exemple. L'éditorialiste Philippe Tesson qui écrit que la méthode perverse utilisée par cette voyeuse obscène, qui est Marcella Yacoub selon lui, inspire le dégoût. Et sur le fond, il écrit que la confusion justement entre vérité et mensonge, entre réalité et fantasmatique, donne l'impression que l'auteur est une malade, rien que ça. Alors certains hommes politiques également ont tenu à réagir, un peu sur le même registre, par exemple Manuel Valls. Ah, tiens. Mais là, c'est plutôt le dégoût qui l'emporte, j'ai l'impression. Le dégoût. Le dégoût, au fond, où on met ses problèmes personnels sur la table. On en fait un instrument de vente des livres et une manière de régler ses problèmes psychologiques. Oui, il y a une forme de dégoût quand je lis les extraits et que je vois surtout la campagne publicitaire autour de cet ouvrage. Voilà, C'est un ami de DSK ? le critique littéraire, ami de Dominique Strauss-Kahn, Manuel Valls, qui précise qu'il n'a pas lu le livre. Bon, alors, une critique un peu moins sévère, celle de Philippe Lançon dans Libération. On rappelle que Marcella Yacoub écrit de temps en temps dans Libération. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il la défend. Mais en tout cas, il écrit qu'il place Marcella Yacoub dans la rubrique de la littérature expérimentale, dans la lignée des Michel Houellebecq, Emmanuel Carrère et Christine Angot, où pour faire ressortir la vérité, il faut donner de soi, donner de son corps. C'est une expérience physique, écrit-il. Alors, peut-on comparer Marcella Yacoub à Christine Angot ? Christine Angot n'était pas vraiment d'accord. Elle a écrit une tribune intitulée « Non, non, non et non ». J'ai oublié un nom, je crois. Enfin, ça donne un peu l'idée. Il y en a 4. Voilà, une tribune... On comprend le sens. On comprend le... en gros, elle assure que la littérature expérimentale, ça n'existe pas, car l'expérience n'a rien à voir avec la littérature. La littérature, c'est la vie, dit-elle. Alors, elle explique que quand elle écrit un livre pour raconter comment son père l'a violée, justement, elle raconte comment il l'a violée. Elle ne s'est pas faite violer pour en faire un livre. Vous voyez la nuance ? Pour Angot, Marcella Yacoub, c'est
a complètement frappé à côté avec son bouquin. Et dernière tribune, dernier avis sur l'œuvre Marcella Yacoub, si on peut dire, un texte signé par des libraires, des journalistes et des historiens qui se demandent, au nom des journalistes, des éditeurs, des auteurs, sommes-nous prêts à tout pour sauver notre profession? Sommes-nous prêts à vivre dans le monde où la prostitution morale, la vulgarité, le lynchage public et le profit deviennent des valeurs centrales? Alors, est-ce de la littérature expérimentale? Est-ce une œuvre majeure? Est-ce de la facilité? Ce qui est sûr, c'est que ça a fait énormément réagir, ce qui est probablement le but avant tout de la littérature. Oui, Cécile, Philippe? Non, moi je suis juste sidérée à chaque fois avec les affaires DSK qui se succèdent. Vous avez l'air gourmande quand vous dites ça, pardonnez-moi. Ah oui, vraiment. Je suis juste sidérée par ce phénomène DSK, effectivement, par sa vie personnelle qui a incité justement tout ce genre de dévoiement de personnes qui le truc. Enfin, il s'est fait embarquer dans son. C'est bientôt un film d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est ça, il va y avoir Gérard Depardieu doit jouer un film d'Abel Ferrara, je crois. Gérard Depardieu doit jouer le rôle de DSK dans un film d'Abel Ferrara. Mais essayer de la l'affaire faire taire, c'est complètement. Joël Mesquin, vu de Belgique, et vu de vous. Ce qui me. Oui, surtout que je ne représente pas toute la Belgique. Ce qui me gêne dans ce livre, c'est, en fin de compte, c'est l'idée centrale de ce livre. C'est quoi? C'est que dans tout homme, puisque DSK est perçu comme l'expérience à partir de laquelle on va généraliser, dans tout homme sommeille un cochon, et que ce cochon est forcément sublime, comme disait Marguerite Duras. Moi, ça me laisse un peu sceptique, quoi. Je pense pas que dans l'homme, la part la plus belle soit non pas celle de l'homme, mais celle du cochon. Ce qui me frappe, c'est que cette semaine, ce livre est sorti au moment même où disparaissait un grand bonhomme qui s'appelle Stéphane Hessel et qui avait su, lui, exalter justement la part belle de l'homme. Alors, entre Marcel quoi, en somme. Oui, ou la part d'humanisme, tout simplement. Je pense pas que ce soit la plus belle part hormis pour faire de la provocation, le porc n'est pas la plus belle part de l'homme. Voilà. Alors, le dessin de Catherine et après Thomas. Oui, je parle de l'étiquetage obligatoire pour parler du scandale sanitaire avec un nouveau bandeau 100% cochon. Oui, bien. François Hollande donc serait ravi. Nouvelle enquête un étiquetage strict. Bon, d'un mot, Thomas. Je trouve tout ça un peu dégoûtant et un peu triste. Oui. On enchaîne avec la photo de la rédaction, puisque tous les vendredis, et là, Renaud Dely souffle, car Renaud Dely est aussi directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs. Donc, cette charcuterie avec cette magnifique vitrine que nous avons tous vue cette semaine. Il respire, il est soulagé. Donc, 28 minutes sélectionne tous les vendredis une Toujours photo très serein, Isabelle. parue dans la presse. Et l'a fait décrypter un chapelet de douleur dans les mains d'une femme palestinienne qui prie pour Arafat Jaradat, mort dans une prison israélienne. Photo de Pietà sans visage, donc commentée par une jeune photographe, Nolwenn Brod. C'est un sujet de Julien Dugas et cette photo est parue sur le site du New York Times. Une photo publiée sur le site du New York Times ce lundi. Une photo d'actualité qui trouverait facilement sa place dans une galerie. C'est Nolwenn Brod, jeune photographe exposée dans le cadre du Festival de la jeune photographie européenne, qui pose ces mots sur notre image de la semaine. Il y a quelque chose de très silencieux, mais il y a une tension plus psychologique en fait. Même si on ne connaît pas le contexte, il y a quelque chose, on est après un drame, quoi. Cette femme prie pour Arafat Jaradat, jeune Palestinien de 30 ans décédé samedi dernier, 5 jours après avoir été incarcéré. Les services israéliens parlent d'un arrêt cardiaque. C'est le 73e Palestinien mort sous la torture depuis 1967. Une image comme un symbole. Il y a le contraste entre la compo de l'image avec ce vignettage très lourd, très noir, et ce chapelet qui descend, qui est plus léger, qui est plus fin, qui amène de la douceur à l'image en tout cas, et qui est bien centré, qui est blanc, qui réfléchit la lumière. On a vraiment le contraste clair-obscur, quoi. Près d'Hébron, en Cisjordanie, cette femme palestinienne qui prie, durant l'enterrement de ce nouveau martyr, n'a pas de visage. On pourrait parler même d'un portrait, même si le visage n'est pas là, il y a une ambiance, il y a une présence en fait. Les rayures de ses vêtements s'entrechoquent, dévoilant un indice, les mains d'une femme âgée. Derrière l'objectif, Bernard Armangué, un photographe espagnol d'Associated Press, qui couvre depuis longtemps le conflit israélo-palestinien. C'est une image dite silencieuse. On devine en tout cas pourquoi elle prie, pourquoi il y a cette ambiance comme ça sombre autour. C'est l'image du deuil. Thomas.
Thomas, une réaction sur le Moyen-Orient, l'impossible solutionnement pacifique entre Israël et la Palestine? Je crois qu'on assiste à une érosion progressive du soutien automatique sur lequel peut compter l'État d'Israël, ou pouvait compter l'État d'Israël, ou les gouvernements israéliens plutôt, parmi certains États. Et le nombre de ces États qui soutiennent automatiquement se réduit. Et je crois qu'en parallèle, le thème selon lequel ce vers quoi on va en Israël, dans les territoires occupés, quand on voit les mots employés de plus en plus, bantoustanisation, etc., les comparaisons avec l'apartheid en Afrique du Sud, même si elles sont comparées n'est pas dire que les choses sont identiques, mais la comparaison, même pour relever les différences, tous ces thèmes, tout cela montre, je crois, qu'il y a une évolution qui devrait inquiéter beaucoup en Israël, y compris à droite, parce que c'est quelque chose de dangereux pour Israël si le soutien international s'effrite. Très bien, j'en profite pour dire que Arte diffuse mardi prochain, le 5 mars, un documentaire assez exceptionnel où des anciens dirigeants du Shin Bet parlent précisément de 30 ans de relations entre Israël, donc leur État, et le problème palestinien. Ça s'appelle The Gatekeepers et nous en reparlerons. Joël Mesquins, vous avez choisi une photo, enfin un drôle de photomontage incroyable publié sur le site de 20 minutes. Vous nous expliquez un peu de quoi il retourne? Oui, alors il y a une photo avant-après qui nous montre C'est la Fashion Week à l'iranienne. Voilà, ça nous montre. Donc c'est une photo, à l'origine, c'est une photo de Michelle Obama pendant la cérémonie des Oscars le week-end dernier, au moment où elle décernait donc l'Oscar au film Argo. Et donc dans la presse iranienne, l'agence de presse semi-officielle iranienne Fars l'a rhabillée et on la voit apparaître là. C'est magique. C'est pas tant, tout d'un coup, oui, elle a de petites manches. Le cou est nettement moins décolleté. Et je me suis dit... C'est pas mal le prêt-à-table des mollahs. En fait, c'est pas mal. Comme quoi Photoshop existe aussi en... C'est l'inverse du stalinisme. On effaçait les gens sur les photos soviétiques. Ça avait déjà été fait en Iran avec Catherine Ashton, aussi la représentante de l'Europe pour les affaires étrangères. Oui, tout à fait. Elle portait un t-shirt qui était un petit peu décolleté. On l'avait aussi mis rallongé pour le mettre ras du cou. Moi, ce qui me surprend, en fait, très vite dans ce montage, c'est pourquoi la propagande iranienne fait ça. Parce que son intérêt est plutôt de montrer que c'est une impie. C'est une impie, c'est une occidentale, bien sûr. Et là, finalement, la rend iraniano-compatible. Iraniano-compatible, bien vu. Thomas, vous avez choisi une photo publiée dans le Daily News, photo d'un camp de réfugiés, des réfugiés syriens, bien sûr. Oui. Simplement pour attirer de l'attention sur un fait, on parle toujours de la vague d'étrangers, de demandeurs d'asile, d'immigrés clandestins. Alors je me demande, si on ne donne pas aux gens la possibilité de venir légalement ici pour demander l'asile, comment ils font les gens pour arriver ici? Il faut bien qu'ils passent clandestinement. Bon, ça je referme la parenthèse. Mais on parle toujours de cette vague de gens qui viendraient ici. La Suède a accueilli énormément de gens de Syrie, ceci dit. Et on parle presque jamais du fait que dans les pays limitrophes, il y a des gens qui arrivent, qui doivent trouver refuge, à mon avis, en quantité beaucoup plus importante. Au Liban, il y a 80 000 réfugiés, mais ça, on a l'air de trouver ça normal, n'est-ce pas? Que des États qui sont faibles, qui sont pauvres, qui ont déjà du mal à se gérer eux-mêmes, qu'ils accueillent des dizaines de milliers de gens, ici, personne ne moufte, mais nous, alors... Du moment qu'ils n'arrivent pas en Occident. Voilà, du moment qu'ils n'arrivent pas chez nous, il n'y a aucun problème. Et là, il y a un vrai problème, à mon avis, moral, éthique. Et on voit ce qui se passe en Syrie. Pensons à ce qui se passera en Afghanistan le jour où les troupes occidentales quitteront. Et ce qui se passera avec tous les gens qui ont misé sur une démocratisation de l'Afghanistan et qui, on ne sait pas ce qui se passera en 2015 en Afghanistan, mais qui risquent d'être vraiment dans une M noire. Dernière photo, votre photo Cécile Philippe, adieu. 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 Mais moi, c'est surtout le sourire du pape que je voulais souligner. Parce que c'est très rare et les commentateurs l'ont souligné. Il est soulagé. Voilà, alors enfin, il est soulagé. C'est ça. Mais j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien sacripant mes crayons. Avec des recherches qui sont hyper intéressantes sur le sourire. À savoir que quand vous souriez très fort et que vos muscles, là, je les vois bouger, eh bien, les petits muscles ici faciaux, eh bien, on impacte sur votre cerveau et ça diminue votre stress et ça améliore vos émotions. Et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que même si vous le faites sans les émotions, eh bien ça vous les donne, ces émotions. Et là, en plus, comme on est des êtres sociaux, si tous autour de cette table on sourit, eh bien en fait, ça nous permet de gérer mieux les émotions positives. Archi New Age, après l'apologie des légumes à la Léonard de Vinci, l'apologie du sourire par Cécile Philippe. On est super New Age, on est postmoderne. Vous avez un dessin souriant?
Oui, ou inquiétant. Non, je reviens sur la photo de Michelle Obama. Je ne saurais pas beaucoup, oui. L'Iran pour une frange de Michelle Obama beaucoup plus longue. Parce que vous avez été frappé aussi par cette décision liée à la ménopause et à son anniversaire d'essayer de faire couper la frange. Oui, voilà. Joël, un mot de la fin ou pas? Je pense qu'on peut faire, avec le sourire, on peut faire un Harlem Shake. Harlem Shake, Alors, vous pouvez le faire en hommage à Renaud Dely qui nous quitte. Oui. Non, mais petit sagouin pendant une semaine. Non, mais je reviendrai. Mais qui revient. Vous me manquez déjà, Elisabeth. Oui, je sens, oui, énormément. Merci à tous les trois, merci à tous les quatre. À suivre sur Arte. Ah oui, à 22h20, le Brésil, l'envers du paradis, Carioca, c'est Rio Sex Comedy. Assez amusante, assez excellente comédie de Jonathan Nossiter, le réalisateur de Mondovino. Une comédie avec Charlotte Rampling qui refuse la chirurgie esthétique. Est-elle sage? À lundi 20h05, vous pouvez retrouver l'émission sur le site Arte Plus 7. Bon chasse-neige Renaud Dely, bis Montag. Chus, une carte postale s'il vous plaît.